BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Comme chaque soir, vous le savez, on s'intéresse à toute l'actualité tech. Ce soir encore, nous ne sommes pas à la maison, nous sommes ici à Villepinte à l'occasion de ce salon passionnant qui s'appelle Eurosatori, qui a lieu tous les 2 ans et qui mêle défense et nouvelles technologies, à la fois pour les armées, pour les militaires aussi, pour la défense d'une manière générale. Beaucoup de technologies, évidemment, un salon qui, cette année, avec le contexte géopolitique, a une ampleur impressionnante, des centaines de stands ici. Alors on va parler de quoi ce soir dans Tech & Co? Eh bien de drones, bien sûr. Comment fabriquer de bons drones, à la fois pour surveiller, et puis aussi comment les intercepter, ces drones, comment les brouiller. On recevra des startups qui nous parleront de tout ça. Quelles sont les alternatives au GPS aussi? Parce que justement, ces drones ou même ces aéronefs peuvent être brouillés. Eh bien, il existe aujourd'hui des alternatives au GPS. On parlera évidemment d'intelligence artificielle au service des armées, des militaires. Bref, un sujet passionnant, vous allez voir, où l'innovation est au cœur de tout cela. Bienvenue dans ce Tech & Co, la quotidienne, depuis Eurosatori. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et pour débuter donc ce Tech & Co depuis l'Eurosatori, on va aller du côté de la Normandie. La Normandie qui est en force ici, dans le monde des nouvelles technologies. Vous allez voir avec nos invités que je vous présente tout de suite. Et Philippe Eudeline est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes le président de Normandie Aerospace. Vous êtes ingénieur en électronique. Vous avez passé plus de 40 ans chez Thales, oui. Notamment dans le radar, les microns, l'innovation. Et vous présidez aujourd'hui donc ce Normandie Aerospace, qui s'appelle aussi le NAE, qu'on peut appeler comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que la Normandie est un terreau d'innovation dans le monde de la tech et de la défense. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Et vous êtes venu justement avec 2 startups qui gravitent dans ce NAE. Nous avons Marin David qui est là. Bonsoir Marin. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial de Drone XTR et vous êtes droniste professionnel au Havre, d'ailleurs. Exactement. Voilà, quand vous aurez un peu de temps, vous me donnerez quelques cours de drone aussi. Ça pourrait me servir. Avec plaisir. Et à vos côtés, nous avons Georges Lamy au Rousseau. Bonsoir Georges. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes fondateur et directeur général de Starnav. Vous, en gros, vous arrivez à géolocaliser des choses sans GPS, pour faire court. Et vous allez nous expliquer tout ça. Et avec Marin, on va expliquer comment intercepter, détecter des drones. C'est un sujet évidemment d'actualité. Mais pour débuter, Philippe, avec vous, présentez-nous Normandie Aerospace. Et pourquoi y a-t-il tout à l'heure j'ai dit ce terreau d'innovation dans le domaine de la défense en Normandie? Ça remonte à où? À quand tout ça? L'origine remonte à 1998. À une époque, on ne parlait pas du tout de souveraineté, mais à l'inverse, on délocalisait tout dans les pays low cost, quoi. Et en fait, sur le territoire normand, il y a des grands groupes qui sont présents, Thales, Safran, Naval Group, et tout un tissu de PME. Et notre grosse crainte, c'était que nos sites normands soient fermés pour délocaliser en Chine ou dans d'autres pays. Donc l'idée a été d'essayer de se connaître et de regarder est-ce qu'on pouvait travailler ensemble pour être plus visible et faire en sorte que nos sites, dans un premier temps, survivent et dans un deuxième temps, se développent. Et ça a très très bien fonctionné. C'est intéressant parce que vous parlez de tout ça, de souveraineté en 98 finalement. Exactement, et on a bien fait parce que heureusement qu'aujourd'hui on a tout cet écosystème qui est toujours présent sur le territoire français et en Normandie en particulier et qui peut apporter à nos forces les équipements dont ils ont besoin. Alors combien de startups chapeautez-vous et dans quel domaine? Alors, le NAE, pour juste quelques petits chiffres, c'est 186 membres, c'est 25 000 emplois et c'est presque 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a une douzaine de startups. Alors, bien sûr, il y a beaucoup moins de startups que dans le domaine du web, parce que travailler dans nos domaines nécessite beaucoup plus d'investissement et on est sur le long terme. Georges et Marin pourront le dire, il faut être résilient, ça demande beaucoup d'années, beaucoup de technologies, mais on a effectivement peut-être peu de startups, mais des startups extrêmement performantes qui développent des produits très utiles. Pointus aussi. Très pointus, très très pointus. Alors on s'appuie aussi sur des laboratoires. On a au sein de NAE les entreprises, bien sûr. On a aussi la base aérienne 105, la base navale de Cherbourg et la DGATH qui sont aussi des sites sur lesquels on peut faire des démonstrations. Donc vous avez tout un écosystème en fait autour, c'est ça? Exactement. Mais on a 25 laboratoires de recherche
recherche, 25 établissements d'enseignement, de façon à préparer ensemble avec les laboratoires de recherche les nouvelles technologiles, et puis derrière préparer les compétences, puisque notre souhait en étant ici, c'est qu'effectivement ils rentrent avec beaucoup de carnets de commandes, mais après il faudra réaliser les travaux, et donc pour ça il faut des ressources humaines. Quels sont les produits stars que vous présentez cette année ici à Eurosatory? En fait, chaque entreprise présente ses produits, et je laisserai mes deux amis on va les présenter. découvrir, mais s'il y en avait un... Mais après, on a fait un coin spécifique sur l'innovation. Justement, vous parliez d'innovation. Et je peux vous donner un exemple. Il y a 3 sociétés qui se sont groupées pour fabriquer des gilets pare-balles à destination des femmes. Parce qu'aujourd'hui, les gilets pare-balles ont tous été développés pour les hommes il y a fort longtemps, mais ils ne sont pas bien adaptés pour les femmes. Ah oui, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et donc, en mettant ensemble trois entreprises, une qui a développé le tissu, l'autre qui intègre le tissu dans des matériaux composites, et Protecop, qui est la société qui commercialise, qui a tout le réseau commercial. Voilà, donc là, c'est en avant-première. On présente ce gilet pare-balles féminin. Il y a déjà des essais balistiques qui ont été faits dessus. Donc là, on attend les qualifications, les certifications, et on en fait la promotion pendant ce salon, de façon à ensuite, on espère avoir les commandes et produire sur le territoire normand. C'est dingue de se dire qu'aujourd'hui, si... je sais pas moi, une femme policière doit porter un gilet pare-balles, c'est un gilet masculin en fait. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Voilà. Il doit être beaucoup moins confortable qu'un gilet qui a été conçu pour sa physionomie en quelque sorte. Voilà, et puis si certains auditeurs veulent voir, on a un exemplaire sur le stand de NAE. Alors c'est intéressant parce que vous avez, je crois, 22 entreprises qui sont présentes ici. 22, oui, c'est ça, tout à fait. C'est intéressant dans tous les domaines. Oui. Dans le domaine de la mécanique, par exemple, mécanique de précision. Attention, on est sur des matériaux très durs. Dans l'électronique aussi, on a des entreprises qui développent, parce que tous nos systèmes nécessitent beaucoup d'électronique, et maintenant aussi de l'intelligence artificielle, puisque évidemment, c'est le sujet central ça se complique, de ce salon. On a une entreprise qui fait des ressorts, par exemple. Ça peut paraître tout bête, un ressort, mais quand vous regardez dans tous les systèmes les centaines de ressorts qu'il y a, il faut les maîtriser, et on a une superbe entreprise qui fait des tout petits ressorts pour l'aéro et des gros ressorts pour les chemins de fer. Donc voilà, et ça c'est des entreprises qui ont plus de 100 ans de savoir-faire, et c'est vraiment ça, on tient vraiment à cultiver. On travaille beaucoup avec les startups pour préparer les générations de demain, mais on fait aussi très attention à notre écosystème normand. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir justement Drone XTR qui est avec nous. Marin, rebonsoir. Donc, vous représentez Drone XTR. Je le disais, une entreprise française spécialisée dans la détection et la neutralisation de drones, qui équipe déjà des ports, des aéroports, des raffineries, etc. etc. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et comment vous le faites surtout. Donc bonsoir, merci de m'accueillir. Donc on est une entreprise spécialisée effectivement dans la détection et la neutralisation de drones. Et donc l'idée c'est de défendre effectivement des sites sensibles comme des ports, des aéroports, des sites militaires. Et donc pour grossir le schéma, en fait on vend une antenne qui détecte les drones. Donc l'idée c'est de décrypter la communication entre la télécommande et le drone. Et on récupère finalement des données comme la position du drone, la position du pilote, les numéros de série du drone, et tout ceci on le retransmet sur un C2 pour pouvoir le lire finalement facilement. Alors un C2, qu'est-ce que c'est? Donc un C2, c'est une interface finalement, comme sur votre téléphone. Voilà, vous pouvez naviguer sur votre téléphone, et donc sur cette interface vous aurez une carte par exemple de la France, et vous pouvez voir en fait finalement en temps réel tous les drones qui volent en France via notre maillage d'antennes, parce qu'on a plus de 80 antennes déployées en France. Et donc on peut voir à l'instant T tous les drones qui volent en France. Par exemple, depuis ce matin, on a détecté plus de 1100 drones en France depuis le début du salon. Mais qui ont des usages, on va dire, civils, ou peut-être des entraînements militaires, des choses comme ça? Alors ça peut être de tout, effectivement, c'est des drones qui volent, ça peut être des intrusions. Si j'ai un petit drone chinois, vous le voyez aussi? Alors si vous avez un petit drone chinois, effectivement, qui va voler près ça peut être n'importe quelle marque, effectivement, qui va voler près d'un site qui est équipé par nos systèmes, effectivement, on va le voir, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous interceptez des données qui vous donnent même la carte d'identité du drone que je pilote, c'est ça? C'est ça, c'est notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va décoder la liaison entre la télécommande et le drone, et de là, on va réussir à récupérer un maximum d'informations, comme je l'ai dit précédemment. C'est un peu du hacking de
de données par les ondes, finalement. Alors, on pourrait dire ça, mais ouais, on démodule le protocole. Ok. Voilà. Et selon du coup la menace que peut représenter le drone, donc si le site estime que le drone est une menace pour le site, on va pouvoir bientôt, à partir de mi-juillet, l'État va autoriser la neutralisation de drones pour les sites civils. Parce qu'aujourd'hui, c'était réservé uniquement aux militaires, D'accord. à la gendarmerie et à la police. Et donc nous, aujourd'hui, on équipe plus de 110 sites civils en France. Donc on est leader dans ce domaine. Et à partir de cet été, on va pouvoir leur proposer une nouvelle solution qui va leur permettre finalement de neutraliser le drone. C'est-à-dire que quand on neutralise, finalement, le drone il va arrêter d'avancer. Et il va soit finalement rester à sa position le temps qu'on neutralise, ou soit repartir à son point de départ. C'est comme un brouilleur géant finalement, c'est ça? C'est ça, on va utiliser le brouillage. Il y a plusieurs manières de neutraliser, mais nous, ce qu'on propose, c'est un brouilleur. Donc on va brouiller la liaison entre la télécommande. De temps en temps, il y a des drones qui traînent aux alentours des aéroports, qui peuvent être un danger finalement pour l'aviation civile. C'est ça, nous on équipe aujourd'hui 8 des 10 aéroports majeurs en France et il y a de nombreux vols effectivement, principalement d'amateurs qui ignorent un petit peu les lois et qui vont voler dans les zones d'approche des avions et des fois c'est possible que ça perturbe un peu les arrivées ou les décollages autour des aéroports. Dernière question, le drone explose aussi dans le domaine militaire, on le voit, aujourd'hui on parle plus que de drones finalement, que ce soit en Ukraine ou même sur le récent conflit en Iran. Vous allez vous positionnez déjà sur ce segment-là, militaire? Alors c'est vrai qu'au début on a commencé dans le domaine civil et au fur et à mesure, après 4 années passées dans le domaine civil à se faire un peu une notoriété, l'État, la DGA sont venus nous voir et on commence à pénétrer le marché militaire parce qu'on a vraiment des solutions innovantes, intéressantes, agiles, flexibles qui correspondent finalement aux attentes du marché parce qu'aujourd'hui les drones ça évolue tout le temps et nous on est une société qui est très flexible et qui s'adapte très rapidement au marché et on a eu nos premières commandes militaires début d'année 2025. Merci beaucoup Marin, vous restez avec nous. On va s'intéresser maintenant à Georges Lamy, au Rousseau qui est avec nous. Bonsoir Georges. Bonsoir. Donc fondateur et directeur général de Starnav, vous êtes ingénieur et docteur en physique. Vous êtes spécialiste des systèmes de visée stellaire aussi. Vous êtes un ancien officier, ancien expert à la DGA. Et Starnav est à côté de Caen, je crois, hein, c'est ça? Oui, on est situé à Bretteville-sur-Odon. Expliquez-nous ce que vous faites. Je parlais tout à l'heure du GPS qui est aujourd'hui un outil hyper important. Vous arrivez à géolocaliser quelque chose sans GPS? Oui, on fait de la navigation astro-inertielle, c'est-à-dire de la détermination de position et de trajectoire qui n'utilise pas la radionavigation. Donc on n'a pas recours aux signaux des satellites. Ça fonctionne avec une sorte de boîte qui s'appelle une centrale inertielle. Cette centrale inertielle calcule la force, mesure la force qu'on applique sur elle, et les rotations et les accélérations, et puis ça calcule une trajectoire. Donc ça va. Et le problème de ce système, c'est que ça dérive un petit peu avec le temps. C'est pas précis très longtemps. Oui. Et d'habitude, on recale avec du GPS. Et comme ça, on peut naviguer très longtemps. Là, aujourd'hui, on considère qu'on n'a plus de GPS dans notre hypothèse, qui est validée par les constatations opérationnelles. Et on recale avec les étoiles, d'une part, et le Soleil, d'autre part. Donc, et avec une précision équivalente au GPS? On est aujourd'hui, je viens de faire un vol en C130, un vol de nuit qui nous a amené du Cap-Vert jusqu'à Évreux. Et on avait 0,1 à 0,2 milles nautiques de précision, c'est-à-dire 100 à 200 mètres. Ce qui est largement assez pour la plupart des applications. Alors que le GPS, on a quelle précision? Le GPS... Galileo d'ailleurs. Oui, Galileo est un peu plus précis que le GPS. En Galileo, on est mieux que 10 mètres. GPS, on est de 10 à 20 mètres. Okay. Donc on est moins bien. Mais il faut imaginer que si on n'a pas ça, quand on n'a pas de GPS, on est beaucoup moins bien. Mais bien sûr, oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus de GPS brouillé, de signal GPS brouillé. Il est tout à fait possible de brouiller ces signaux, en fait. Et de rendre aveugle un aéronef. Alors, on le savait depuis longtemps. On l'a constaté dans le conflit ukrainien depuis 2022. Et là, l'Iran était quand même assez spécialiste de la chose. Et dans le Golfe, il y a des brouillages GPS sans cesse. Donc là, on a un système aéronautique et un système naval qui est également sur un bateau de la Marine nationale et qui a subi son premier brouillage opérationnel là, il y a une semaine. Donc on était satisfait de voir que notre système permet d'être résilient à l'absence de GPS et de continuer à
assurer la sécurité de nos marins et d'accomplir les missions. Et donc, on peut installer votre système sur quel type d'appareils? Sur des bateaux, des avions? Alors sur des bateaux, des drones avions, aussi, on en aujourd'hui. parlait avec Alors, Marin. des drones aujourd'hui, des gros drones. Donc on aimerait adapter notre système pour les gros drones mâles, type Aroc, de Turgis et Gaillard. Mais on est en train de miniaturiser l'ensemble pour pouvoir être installé sur n'importe quel drone, le premier quadrimoteur chinois dont vous parliez en début d'émission. Est-ce qu'il existe une autre solution technologique pour se repérer sans GPS, à part la vôtre? Alors à part se protéger du Et brouillage, à part la boussole? voilà, c'est une solution. Mais oui. Mais, Alors qu'il est peut-être pas aussi précis. si vous voulez, au bout de 40 jours sans GPS, comme on peut le faire sur un bateau, un bateau qui a traversé l'Atlantique, on est à 30, 40, 60 000 nautiques. Nous, on assure donc une précision à mieux que le 1000 nautiques en permanence. Et il n'y a pas de solution. La solution qui est la plus utilisée, c'est de se protéger du brouillage par des antennes qui rejettent les mauvais signaux. Oui. Mais si vous augmentez le potentiomètre du brouillage, à un moment donné, votre système va lâcher. Nous, il faut éteindre les étoiles, il faut éteindre le soleil, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Et si on ne les voit pas, les étoiles? Eh ben, on vit sur la dernière fois qu'on les a vus ou la dernière fois qu'on a vu le soleil. Aussi, voilà. Ah ben, ça, ça arrive. Un problème. On est en Normandie. Attention. Mais ça marche quand même. En fait, on a des centrales inertielles qui sont très très bonnes et qui peuvent naviguer plusieurs heures sans dériver beaucoup. En fait, la dérive, c'est au bout de quelques heures à la grande vitesse sur un avion. Donc en avion, c'est facile parce qu'on arrive à aller voir les astres. Des nuages, oui. Et sur les bateaux, c'est plusieurs jours. Et depuis des années qu'on fait des tests et des expérimentations, on n'a jamais eu d'absence d'astre pendant une durée qui nous neutralise le système. Merci beaucoup, merci Georges Damiot-Rousseau, fondateur et directeur général de Starnav. Merci aussi à Marin David, donc avec Drone XTR. Et merci à vous, Philippe Odeline, d'être venu sur le plateau de Tech & Co sur BFM Business avec ces deux belles startups qu'on a pris beaucoup de plaisir à découvrir. C'est toujours un plaisir. Merci bien. Merci à vous et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, ici à l'Eurosatory. On revient tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne au salon Eurosatory ici à Villepinte. C'est passionnant ce qu'on découvre ce soir. Merci d'être là, que ce soit d'ailleurs à la radio, à la télé. Et on va parler maintenant d'espace avec Atmos et Pierre Coste qui nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial donc d'Atmos Space Cargo. Vous en assurez le développement commercial, je le disais. Start-up européenne qui a été fondée en 2021. Exactement. Ouais. Et vous développez des capsules capables de ramener du fret orbital vers la Terre. Oui. Ça fait vraiment film de science-fiction. Tout ça, expliquez-nous ce que vous faites et pourquoi vous êtes ici à Eurosatory, qui est un salon sur la défense. Alors, en effet, Atmos Space Cargo, à la base, quand ça a été fondé, ça a des applications civiles qui sont du in-space manufacturing. On peut penser un peu à ce qui est fait dans la Station spatiale internationale. D'accord. D'amener des choses dans l'espace, de produire des choses dans l'espace majoritairement pour la biotech et la pharma. Okay. Et ensuite de les ramener, et là, il y a de la valeur. Et pourquoi on est Donc c'est un peu un cargo, quoi, en quelque sorte. C'est un cargo. Vous emmenez quelque chose dans l'espace et vous le ramenez après sur Terre en toute sécurité. C'est exactement ça. De la marchandise, mais aussi des humains ou pas? Non. Alors nous, on n'a pas vocation à mettre des humains à l'intérieur. Que de la marchandise. Donc c'est uniquement un cargo. D'accord. Mais notre application défense, elle vient en utilisant exactement la même technologie, qui est qu'on amène des choses dans l'espace, on choisit un point sur Terre et on les ramène depuis l'espace sur ce point sur Terre. Donc là, on change un peu de paradigme. On ne parle pas de produire des choses dans l'espace, mais d'amener n'importe quel type de charge utile en n'importe quel point du globe en moins de 60 minutes. Donc c'est vraiment un moyen de transport en utilisant l'espace uniquement comme un vecteur de transport. Par contre, c'est vraiment du transport vers la Terre pour des applications défense. Avant de rentrer dans ces applications défense, un mot sur comment vous faites. Comment vous emmenez un cargo dans l'espace, parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres, tout dépend de l'orbite que vous pouvez atteindre. Comment vous faites en fait? Il faut qu'il y ait un lanceur. Oui. Comment ça marche? Alors nous, on fait uniquement le véhicule. Qui du coup aujourd'hui il peut emporter 100 kg et on est en train de développer une version qui transporte 1 tonne. D'accord. Donc aller dans l'espace, en effet, on est un véhicule et on paye notre place sur des lanceurs, donc des lanceurs des fusées tout simplement.
Donc Là, ça peut être quoi? SpaceX, Ariane Voilà, c'est tous ces lanceurs-là, donc Ok. SpaceX, Ariane, les lanceurs européens, Maya Space, ISA, RFA, PLD, tous ces nouveaux lanceurs européens aussi D'accord. qu'on regarde. Ok. Une fois qu'on est amené dans l'espace, on reste dans l'espace. Donc si on a à produire des choses, on les produit dans l'espace parce qu'il n'y a pas de gravité, c'est là où c'est intéressant. Pour d'autres applications plus défense, on attend juste la commande de redescente. Et ensuite, on utilise un bouclier gonflable. Donc ça, c'est vraiment la technologie propre d'Atmos Space Cargo, en céramique gonflable. Et avec de la propulsion, on choisit un point sur Terre et on redescend vers ce point-là. Avec le moment le plus, on va dire, délicat, c'est la rentrée dans l'atmosphère. C'est ça qui est le C'est plus ça. dur. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais aller dans l'espace, tout le monde a démontré qu'on sait, Oui. on sait y aller. Et Par après contre, en revenir revenir, sans trop de dégâts. voilà, ça c'est la partie la plus difficile. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, dès qu'on redescend, on se heurte en fait au début de l'atmosphère et là, Oui. c'est comme un bouclier. En fait, c'est tout simplement les frottements de l'atmosphère qui font augmenter la température et la pression très, très fortement. Donc, je prends juste des exemples d'ordre de grandeur de température. Aujourd'hui, sur des capsules de réentrée classiques qu'on a pu voir, alors on a vu par exemple les astronautes américains qui sont revenus récemment, on va avoir des températures de vent de l'ordre de 2500 degrés. Et ça, vous comprenez qu'il y a des matériaux qui résistent très difficilement à ça. Nous, comme on a un bouclier gonflable qui fait 6 mètres de diamètre, on freine beaucoup plus tôt. Et donc on a un profil de vitesse différent. Et comme on freine plus tôt, on voit des températures beaucoup plus faibles. Donc c'est ça qu'on C'est-à-dire cherche que à faire. En fait, vous avez une température plus faible parce que vous descendez plus doucement. On descend C'est plus ça doucement. Donc on a un En fait, profil... c'est la friction Oui, voilà. entre la vitesse et l'atmosphère qui fait augmenter la température. Et plus vous avez de masse, plus il vous faut de surface pour freiner. Et nous, le fait d'avoir un bouclier gonflable, ça nous permet d'avoir beaucoup de surface pour peu de masse. D'accord. Donc on freine beaucoup plus. Voilà. Mais alors, tout ce dont vous me parlez, vous l'avez déjà testé? Ça marche ou c'est encore de la théorie? Alors, les seules personnes qui ont démontré cette technologie, c'est la NASA en 2022. Et donc, on a beaucoup parlé avec eux pour itérer le concept. On a fait un premier vol en avril 2025 sur SpaceX Oui. avec un prototype où on a pu avoir toute la donnée de la trajectoire durant la réentrée et on n'a pas pu récupérer la capsule. Mais c'était un prototype qui a été fait uniquement en 12 mois. Je tiens à le signaler, c'est quand même assez remarquable. Et nos 2 prochains tirs sont en 2027. D'accord. Donc nos premiers vrais tirs opérationnels avec du revenu commercial seront mi-2027. Alors et pourquoi fin il n'est pas 2027. revenu celui de 2025? Il a explosé en vol, il n'a pas non. réussi justement à franchir Alors l'atmosphère. c'est un petit problème, on va dire, logistique qui va beaucoup plaire aux partisans de la souveraineté européenne. On a Ouais. tiré sur SpaceX. Oui. 5 semaines avant, ils nous ont appelés pour dire la trajectoire change, ce qui a changé notre trajectoire de Oh là rentrée. là. Et ça, Et donc, au lieu de rentrer au large de Madagascar, c'est rentré au large du Brésil. Je vous laisse imaginer la complexité de trouver un bateau qui va récupérer la capsule en 5 semaines. C'était là un défi ah d'accord, assez c'est-à-dire compliqué. que la capsule a réussi à réatterrir. Oui, mais elle est réatterrie au milieu de l'océan, Et- pas au point où on avait tout calculé pour D'accord, et donc vous récupérer. ne l'avez pas retrouvé. Donc on a toute la donnée jusqu'à la dernière station au large des côtes du Brésil et après ce qui s'est passé, on ne saura jamais. Il n'y avait pas de, on va dire, de sonar ou de choses. Il y avait des capteurs qui ont fonctionné un peu, mais il faut des stations assez, en pour tout cas. capter. Et voilà. Donc c'était D'accord, un donc oui, prototype. si ça n'a pas marché, c'est pas forcément à cause de vous, finalement. Alors, C'est les derniers rebondissements du C'était plan de notre vol de prototype. SpaceX. pas entièrement. Ça a compliqué la logistique. D'accord. C'est un prototype dont on a récupéré la donnée. On estime que, alors on ne saura jamais, mais que comme c'était un prototype, il y avait quand même aussi des chances pour que ça ne réussisse pas à 100%. Ok. Par contre, sur notre prochain vol mi-2027, on a utilisé toute cette data-là pour faire en sorte que ça marche jusqu'au bout et qu'on récupère la capsule. On a une licence commerciale de réentrée pour la D'accord. récupérer au large des Açores. C'est Alors, ce qui est avant, prévu. avant de rentrer, de rentrer dans le sujet des usages de défense, quels sont vos clients potentiels civils finalement? Parce que c'est intéressant, on parle beaucoup de recherche médicale, de choses comme ça, justement dans l'espace. C'est l'un de vos premiers clients, ça? Oui, En tout cas, alors, de vos potentiels clients? on a même plusieurs clients sur le prochain vol qui sont majoritairement, en fait, plusieurs charges utiles qui sont majoritairement pour des applications biotech et pharma. Donc en fait, c'est des applications qui ont été démontrées d'abord dans la Station spatiale internationale, mais qui est un laboratoire. Et toutes ces entreprises qui ont démontré des choses veulent maintenant passer à une échelle de production privée avec plus de cadence, et ça c'est ce qu'on propose. Des applications, j'en cite très rapidement, il y a de la recherche contre le cancer, il y a de la cristallisation de protéines pour des médicaments beaucoup plus purs, beaucoup plus parfaits. Il y a du développement de semi-conducteurs,
Il y a de l'impression 3D sans gravité. Voilà, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. C'est étonnant parce qu'en fait, on se rend compte que cet environnement spatial est propice en fait à la recherche. Et C'est en fou. fait, Parce qu'il n'y a pas de gravité, c'est ça? tout ce qui a jamais été fait sur Terre dans toute l'histoire de l'humanité, tout ce qui nous entoure, a été fait sous l'influence de la gravité. Dès qu'on enlève ce Oui. paramètre-là, Eh bien, ça ouvre un champ des j'invite possibles. tout le monde à Oui. enlever le paramètre gravité de ses équations Eh oui. quand il fait de la recherche. Ça ouvre un champ des possibles qui est immense. Incroyable. La défense, Oui. maintenant. Pourquoi vous êtes ici à Eurosatori? Alors, donc on a un véhicule, un cargo, qui amène des choses dans l'espace, qui choisit un point sur Terre et qui largue des choses à ce point-là si on en a envie. Alors pour les applications civiles, il n'y a pas besoin, on a juste besoin de récupérer. Pour des applications militaires, là on peut imaginer pas mal de choses. On voit qu'il y a un besoin aujourd'hui de logistique, on va dire, et on transforme le domaine de l'espace d'un domaine qui est purement aujourd'hui pour les militaires d'observation. L'espace pour la défense, c'est uniquement observer des choses. Et nous, on apporte le côté opérationnel. Donc vraiment de l'action à travers l'espace. Je vais donner quelques exemples très concrets. D'abord, on peut utiliser en cas de crise pour pouvoir larguer, une fois que c'est positionné dans l'espace, en moins de 60 minutes, une première réponse. Vous pouvez larguer 1 tonne de matériel médical, vous pouvez une tonne de matériel de support à des troupes qui sont dans des environnements compliqués. Attendez, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour atteindre cette zone, une zone, n'importe laquelle. n'importe où sur la planète, Oui, vous envoyez en avance. en avance et vous pouvez faire atterrir Exactement. ce stock finalement Exactement. qui gravite autour de l'espace n'importe où et n'importe quand. C'est exactement ça. En fait, c'est un cargo qui s'affranchit complètement des problématiques de temps, de portée, de terrain Oui, de ce d'accord. possible, et avec un besoin qui a été identifié par les forces avant. Dire nous, on a besoin de pouvoir Oui. larguer ça rapidement. Envoyez-moi ça dans l'espace. Envoyez-moi ça. J'en aurai sans doute un jour besoin. Et à partir du moment où vous recevez l'ordre de l'acheminer, Il y a 60 minutes. et en 60 minutes, ça va atterrir Ça va atterrir. sur n'importe quel coin du blog. C'est l'avantage globe. de l'espace, c'est qu'on est juste là-haut, Ouais. et donc on peut se déplacer beaucoup plus librement, et ensuite choisir une trajectoire de redescente et choisir un point. Donc là, les besoins, nous on reste le cargo, les besoins et les applications sont quasi infinis. Chaque acteur de la défense ou autre va identifier son propre usage. Moi, j'ai besoin de matériel médical de support. Moi, j'ai besoin de drones. Moi, j'ai besoin d'une réponse rapide à une catastrophe naturelle. Chacun va identifier son besoin et nous, on propose le cargo qui permet de faire ça. À quelle, on va dire, hauteur vous êtes parce que c'est vrai qu'on parle d'orbites qui sont différents. Hein. Là, vous êtes à quelle Donc nous, on reste ce qu'on appelle aujourd'hui en orbite basse, D'accord. qui est Donc- entre 400 et 500 km. D'accord. C'est Un peu comme les Starlink et les choses comme ça. À peu près à la même altitude que tout le monde. On a juste besoin d'être au-dessus de 350-400. D'accord. Et après, sur commande, on a notre propulsion qui nous redescend. Voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup, Pierre Coste. Merci beaucoup. Vous êtes directeur commercial d'Atmos Space Cargo. Et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. En ce mardi, on est ici à ce salon Eurosatori à Villepinte. On parle de défense, de technologie. On revient juste après cette petite pause. Un grand merci d'être là. Tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Toujours ici à Villepinte au salon Eurosatori. Comment la tech eh bien, aujourd'hui, s'insinue en fait eh bien, dans le domaine de la défense. On en parle avec mon invité. Vous allez voir que là, on va évoquer l'intelligence artificielle. Michael Brossard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Cortex, qui est l'accélérateur d'intelligence artificielle de Thales pour les systèmes critiques. Vous travaillez entre autres sur l'intégration de l'IA dans des environnements sensibles, sécurisés et souverains. Et vous présentez aujourd'hui une solution, je crois, qui s'appelle Gladiator Training Data Analytics. On va rentrer dans le détail, mais expliquez-nous un petit peu ce qu'est Cortex et comment l'IA aujourd'hui eh bien, aide à l'entraînement militaire. Ouais, Ça, merci parce beaucoup. que c'est vraiment un sujet passionnant. Tout à fait. Donc effectivement, Cortex, c'est l'accélérateur IA du groupe Thales pour les systèmes critiques. Et
Et c'est vrai qu'ici, je suis très content d'être à un salon de tech, parce que Thales, c'est d'abord une boîte de tech. Oui. 2-3 mots sur Thales, si on ne connaissait pas bien Thales. Il y a 3 piliers. Il y a un pilier défense, il y a un pilier aérospatial, il y a un pilier cyber. On est aussi très très présent dans la tech du quotidien. Aujourd'hui, si vous prenez l'avion, il y a de grandes chances que cet avion soit guidé par Thales. Quand vous payez avec votre carte bancaire, c'est sécurisé par Thales. Dans votre téléphone, peut-être votre carte SIM, c'est Thales. Donc en fait, on est vraiment présent dans tout un tas de technologies. Et c'est vrai que les utilisateurs ne le savent pas, ça. Tout à fait. Vous êtes un peu un acteur de l'ombre. Effectivement, donc on est présent dans vraiment beaucoup de domaines. Mhm. Et Cortex, donc peut-être l'élément unificateur de tout ça, c'est les systèmes critiques. Et Cortex fait de l'IA pour les systèmes critiques. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a le plus grand labo de recherche en IA de systèmes critiques en Europe. On a plus de 200 brevets. On est 800 ingénieurs de par le monde. Et on a déjà sorti une centaine de cas d'usage pour les produits et les solutions Thales. Et effectivement, on annonce aujourd'hui la solution Gladiator, qui est une solution d'IA au service de l'entraînement des forces. Donc, on doit entraîner nos forces avec les nouveaux outils. On peut capter de la donnée, comprendre en fait les différents comportements. Qu'est-ce que vous entendez par entraînement des forces? C'est quoi en fait? C'est comprendre des tactiques en fait. C'est-à-dire on va faire des scénarios, on va récupérer de la donnée. D'accord. Et après on peut dire ah tiens, si tu avais fait ça, si tu avais fait ça, si tu avais fait ça, il se serait passé telle et telle chose. Donc ça permet en fait d'entraîner à la fois les individus, mais aussi de concevoir des nouvelles tactiques. Et ça, je dirais, c'est toute la thématique de l'IA au service du commandement. Donc là, on voit, il y a l'entraînement, mais en fait, dans le commandement, il y a vraiment une accélération du champ de bataille. Il y a un nombre de données qui est de plus en plus significatif, et l'IA apporte aussi des outils au centre de commandement pour aider les gens à décider à la bonne vitesse. Parce que voilà, les gens font face à un niveau de complexité qui est vraiment sans précédent. En fait, ça aide à la décision, mais ça ne prend pas la décision. Tout à fait. On est d'accord, parce qu'il y a quand même une ligne rouge. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que là, on parle de la notion d'éthique. Ouais, bien sûr. C'est une notion fondamentale, c'est notre boussole, et ça va définir toute la façon dont on va travailler. Donc le groupe Thales a défini une charte éthique qui est vraiment... déployé dans toute l'organisation. D'accord. Et un des principes fondamentaux, c'est l'IA propose et l'homme est en contrôle. Et après, je pourrais rentrer dans tout un tas de détails, mais c'est vraiment fondamental dans la façon dont on travaille. Donnez-nous quelques exemples justement où l'IA peut faciliter et améliorer l'entraînement militaire. Oui. Ou des scénarios. Donc en fait, on peut travailler sur... on travaille aujourd'hui aussi pour aider les pilotes. Donc savoir aujourd'hui... parce que le monde des pilotes, c'est vraiment un monde vraiment de l'apprentissage, du perfectionnement. Après chaque mission, on va rejouer la mission. On va dire, ah tiens, si j'avais tourné à gauche là, si j'avais fait tel mouvement, telle action... est-ce que le résultat aurait été différent? Et donc là, on va travailler sur effectivement des jeux de données, et on va travailler sur des différents scénarios, rejouer encore et encore, et à la fin, le pilote va pouvoir apprendre si effectivement il a fait la bonne manœuvre au bon moment. Je crois que vous analysez aussi les communications radio. Donc on va travailler sur des systèmes... de guerre électronique aussi, oui. Notamment pour le Rafale, pour les drones. Donc on va effectivement travailler sur du brouillage. Et ça, c'est dans la catégorie, je dirais, de l'IA qu'on met en place pour nos capteurs. Donc il y a l'IA pour les radars, il y a l'IA pour les sonars. Un des grands thèmes aujourd'hui, c'est comme il y a de plus en plus de nouveaux objets, de drones notamment, oui, qui vont à très faible vitesse. Et c'est des choses qui sont assez compliquées. Et qui sont à basse altitude en plus, ouais, parce que c'est ça le souci, c'est qu'on les repère plus difficilement. Et par exemple, aujourd'hui, un radar, c'est pas forcément facile de savoir si c'est un oiseau, ou est-ce que c'est un drone, est-ce que c'est une branche, est-ce que c'est du sable. Et là, l'intelligence artificielle va permettre d'être beaucoup plus précis
et va permettre de discriminer est-ce que c'est un drone ou est-ce que c'est un objet. Et donc là, il y a tout un champ de notre activité autour de l'IA pour les senseurs. On voit qu'en plus, l'actualité est très dense dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous parliez de souveraineté tout à l'heure. Quand on rebondit sur l'actualité récente du gouvernement américain qui veut et qui a décidé de stopper carrément l'IA d'Anthropic, la dernière, la Fable 5, Mythos, et ne pas donner accès à cette intelligence artificielle aux étrangers, donc aux non-américains, ça donne encore plus de puissance en fait à tout ce que vous faites, non? Et c'est un peu un électrochoc vis-à-vis de ce changement finalement d'ambiance, parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'une IA venue d'un pays ami, les États-Unis, puisse être interdite, notamment chez nous en France. C'est vrai que là, ce week-end, quand il y a l'annonce, on voit que sur les réseaux sociaux, c'est effectivement un choc. Et je pense que c'est... moi, ce que je retiens, c'est... Même les politiques se sont emparés du sujet. Ça montre que la question de souveraineté est fondamentale. Donc ça montre que et on a besoin de champions souverains, donc européens ou français. Et c'est vrai que dans le domaine d'Anthropic, par exemple, Mistral peut être un bon champion. Vous travaillez justement avec des modèles d'IA? Tout à fait, oui. Donc effectivement, on travaille avec Mistral. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a aussi un partenariat au Canada avec Cohere. Donc en fait, on voit qu'on a besoin de travailler avec différents modèles, mais Mistral est un partenaire important pour nous. Oui. Oui, parce que vous avez aussi, j'imagine, des clients américains aussi. Aujourd'hui, Cortex se focalise en France, en Europe, en Angleterre. Enfin, je parlais de Thales, mais Thales a évidemment des clients dans le monde entier, ouais. dans tous les domaines. Mais vous parlez de Cortex, là, c'est vraiment une IA qui s'adresse aux Européens, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, Cortex, c'est présent en France, en Angleterre, en Allemagne, au Canada et aussi à Singapour. Et alors, qu'est-ce que vous présentez là, donc à Eurosatory? Vous présentez donc ce Gladiator Trading Data Analytics. Qui peut être intéressé par ce type de service en fait? C'est un logiciel? Comment ça marche? Oui, c'est un logiciel. Donc, on a évidemment l'armée de terre qui a des grandes campagnes de formation et d'essais. Donc, c'est exactement dès qu'on fait un entraînement, on a besoin d'apprendre. Et ce genre de logiciel est fondamental pour augmenter la capacité d'apprentissage. On a aussi une autre annonce aussi à Eurosatory avec la start-up Aura Aero oui. sur un drone de reconnaissance dans lequel on va travailler sur un radar et un module d'IA d'identification boosté à l'IA. Donc ça, c'est la deuxième annonce assez importante. Et on voit, comme vous le savez, le développement des drones et qui est aussi un axe où on doit rajouter des capteurs, rajouter de l'intelligence de plus en plus. Dans un contexte géopolitique, bien évidemment, qui se tend, et ça donne encore plus d'importance à tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Michael Brossard, donc vice-président de Cortex, ici à Eurosatory, à Villepinte. On va découvrir Eurasio tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et donc on découvre Eurasio ici à Eurosatory à Villepinte avec mon invité Florian Fournier. Bonsoir Florian. Bonsoir François. Vous êtes le cofondateur et CEO d'Eurasio. Alors avec vous, on va parler de l'analyse vidéo. Parce que c'est un sujet évidemment dans le domaine de la sécurité et de la défense qui prend de l'ampleur. Vous allez nous parler donc de ce système 5, je crois, ou V, comment vous prononcez ça? Système V. Système V, qui est donc l'une des solutions que vous présentez ici à Eurasio. Parlons de l'analyse vidéo, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Énormément de startups s'emparent de tout cela, parce qu'aujourd'hui, avec une caméra et un soft derrière, on arrive à faire énormément de choses. Quelle est votre particularité chez Eurasio? Donc chez Eurasio, nous développons des solutions d'intelligence artificielle appliquées à la vidéo qui permettent de détecter en temps réel ou a posteriori des situations dans des flux vidéo. Donc ces solutions, nous les proposons à la fois pour des forces de sécurité intérieure, nous les proposons aussi pour des infrastructures critiques et enfin pour des armées européennes. Qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui est original dans notre approche? Déjà, la première chose, c'est que nous avons développé une solution tactique utilisée sur le terrain par des régiments de forces spéciales européens. Donc en premier lieu par des régiments français, en second lieu par des régiments ukrainiens et enfin par différents partenaires européens.
La particularité de ces solutions, c'est qu'elles vont apporter sur le terrain, là où il y a peu d'électricité, là où il y a peu de connectivité, la capacité d'être alerté en temps réel sur des événements d'intérêt sans avoir besoin d'une équipe. C'est le premier type de solution en lien directement avec plusieurs des acteurs présents à Eurosatory. Mais il faut quoi? Il faut une caméra quand même. Comment ça marche? Donc nos systèmes, ils fonctionnent sur tout type de caméra, que ce soit des caméras thermiques pour enregistrer la nuit ou détecter la nuit des événements particuliers, que ce soit des caméras jour, des caméras infrarouges. Donc nous, notre particularité, c'est de dire on veut tourner sur tous les systèmes existants. Ensuite, on a des solutions comme Système V, mais on en parlera dans quelques minutes, qui ne sont pas pour les armées européennes, mais qui sont pour le ministère de l'Intérieur. Donc typiquement, une solution Système V, la différence qu'elle va avoir avec le reste de nos solutions, c'est qu'elle va tourner sur des fichiers. C'est-à-dire qu'elle va équiper tous les enquêteurs de police nationale et de gendarmerie avec une solution qui permet à chaque enquêteur d'importer des centaines ou des milliers d'heures de fichiers vidéo pour retrouver en quelques secondes, en écrivant en langage naturel « je recherche un individu avec la description de l'agresseur qui porte une casquette rouge, un t-shirt blanc, un sac Adidas vert », l'enquêteur, il va écrire ça, il va retrouver en quelques secondes ces événements plutôt que de devoir visionner en accéléré des centaines d'heures de fichiers vidéo. C'est-à-dire que l'analyse ne se fait pas en temps réel, le fichier va absorber, en fait, votre IA va absorber tout ce fichier et donner le résultat en quelques secondes, quelques minutes. Comment ça marche? Exactement. Imaginez aujourd'hui un enquêteur qui a 1000 heures d'enregistrement vidéo. Donc l'enquêteur, pour avoir ces 1000 heures d'enregistrement vidéo, il a un fait marquant qui s'est produit, il est allé faire des réquisitions pour récupérer des fichiers vidéo, que ce soit des fichiers vidéo de la station-service, du centre commercial ou de la ville sur lequel s'est produit l'événement. Et ensuite, ces 1000 heures de fichiers vidéo, l'enquêteur il va pouvoir les traiter avec notre solution en quelques heures. Donc vous imaginez en quelques heures, ces milliers d'heures. Ouais. Après quelques heures, il va pouvoir faire des requêtes. Et chacune de ces requêtes, elles vont prendre quelques secondes pour retrouver une plaque d'immatriculation en particulier, un individu en particulier, une situation en particulier. Mais l'interface, c'est quoi en fait? C'est une interface un peu à la ChatGPT où on prompte quelque chose. Trouve-moi une personne de taille d'1,80 m avec une casquette rouge ou une voiture bleue avec telle immatriculation. Exactement. Nous avons des solutions où c'est du prompt. C'est-à-dire que l'enquêteur, il écrit un prompt, il a les résultats. Ah ouais. Système V, pour que vous ayez en tête, Système V, c'est un produit qui a 5 ans d'historique avec le ministère de l'Intérieur, entre des enquêteurs et le ministère. Donc aujourd'hui, Système V, c'est un produit qui n'a pas de recherche en langage naturel, mais qui a plein d'interfaces qui ont été construites, qui ont été designées pour coller au plus près des besoins des enquêteurs. Nous avons des solutions qui permettent la recherche en langage naturel. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur, il nous a choisi pour faire évoluer cette solution. C'est pour bénéficier à la fois de cette expertise et de cette expérience de construire pendant 5 ans des solutions pour les enquêteurs, et à la fois de bénéficier de notre approche, l'open world, qui permet de faire cette approche en langage naturel, et l'ensemble de ces solutions que nous avons construites pour différents enquêteurs européens, et de garder le meilleur des deux mondes pour les enquêteurs français. D'accord. Alors, quels sont vos clients? Vous parliez du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a des civils qui font... Enfin, le ministère de l'Intérieur, c'est des civils. Finalement, il y a d'autres entités qui peuvent être intéressées par ce que vous faites? Donc historiquement, nous avons commencé par des forces armées européennes. Ensuite, on a proposé une solution et on a développé une solution pour les enquêteurs. Donc en premier lieu, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui en France, qui a communiqué récemment sur Système V. Mais nous avons aussi des villes qui installent notre solution Citadel sur leur parc de caméras. Ça permet quoi à une ville? Aujourd'hui, les mairies, par exemple. Exactement. Les mairies aujourd'hui, si on prend les 200 plus grandes mairies de France, 198 d'entre elles sont équipées d'un parc de caméras de plusieurs centaines de caméras. Sauf qu'aujourd'hui, c'est flux vidéo. Vous voyez, vous avez des caméras dans la rue. Oui. Ces flux vidéo, ils ne sont pas analysés parce que humainement, c'est impossible de voir ce qui se passe devant l'ensemble de ces centaines de caméras. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va apporter pour ces mairies, c'est la possibilité d'être alerté, d'être vigilant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sur en des temps événements réel. Exactement, en temps réel. La durée entre un événement qui se passe et l'alerte, c'est 100 millisecondes aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que vous détectez comme événement? Parce que ça peut être aujourd'hui, plein de choses. Donc aujourd'hui, techniquement, on est capable de faire énormément de choses, mais je vais vous parler des choses qu'on est capable de faire techniquement et légalement. Et le légalement, c'est extrêmement important pour nous, vu la puissance de ces solutions. Évidemment, il y a la CNIL derrière qui gère tout ça, notamment dans le domaine civil. J'imagine que dans le domaine de l'armée, c'est un peu différent. Exactement. Donc notre objectif, c'est vraiment de respecter le cadre légal, à la fois au niveau du pays, à la fois au niveau du RGPD européen et de l'IA Act. Donc typiquement, ce qu'une ville peut faire en temps réel aujourd'hui, lorsqu'il y a un événement particulier, un concert, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou autre, elle va pouvoir être alertée en temps réel s'il y a un départ de feu, s'il y a un mouvement de foule, s'il y a une chute de personnes, s'il y a une bagarre. Ce type d'événement ou un port d'armes,
Ce type d'événement, aujourd'hui, nos systèmes, ils le détectent en temps réel et ils vont permettre d'alerter les opérateurs sur ce qui se passe. La deuxième valeur pour les villes de nos solutions... Excusez-moi, mais un port d'armes, ça peut être, je sais pas moi, une arme blanche qui est dans une poche, un pistolet qui est accroché à la ceinture. Donc aujourd'hui, port d'armes, c'est comment vous le détectez? Donc aujourd'hui, tout ce que vous demanderiez à un opérateur, imaginez si vous êtes devant un écran, et votre responsabilité, c'est d'alerter dès que vous voyez un individu armé. Okay. Donc il faut que ça soit visuel. Aujourd'hui, ce que vous demandez à un opérateur humain de faire, notre solution est capable de le faire avec un niveau de fiabilité plus élevé. Donc bien entendu, si le port d'armes n'est pas visible, vous n'aurez aucune alerte. C'est sûr, d'accord. Et la deuxième valeur pour les villes, c'est la réponse à réquisition judiciaire. Toutes les villes, elles ont des événements qui se passent et elles ont besoin de répondre à des demandes d'enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie qui les sollicitent pour dire est-ce que vous avez vu sur votre voie publique le week-end dernier un véhicule, un camion Mercedes blanc avec un coffre de toit gris. Aujourd'hui, les opérateurs, pour répondre à ces demandes des enquêteurs, ils vont passer des heures, voire des jours pour y répondre. Avec notre solution, en quelques secondes, ils vont avoir ces réponses et ils vont permettre d'accélérer les réponses aux enquêtes. La reconnaissance faciale est toujours un sujet complètement interdit. Tabou. Non, c'est pas tabou, c'est complètement interdit sur territoire national. Donc aucune de nos solutions. C'est faisable ? Techniquement, bien entendu. Par exemple, sur nos solutions militaires qui sont déployées en dehors de l'Union européenne pour retrouver des otages ou des terroristes, nous avons des briques de reconnaissance faciale. Donc là, c'est un cadre légal différent. Donc nous avons les briques technologiques et nous avons des solutions qui permettent de faire de la reconnaissance faciale. Aucune de ces solutions n'est déployée sur le territoire national. Donc aucun client de type une ville, aucun client de type enquêteur au sein de la police nationale ou de la gendarmerie n'a accès à ce type de solution. D'accord, très bien. Après, il faut avoir en tête qu'il y a de la finesse dans le déploiement de ce type de technologie. Par exemple, les enquêteurs danois, les enquêteurs de la police danoise, lorsqu'ils font des enquêtes de pédocriminalité, ils ont le droit d'utiliser de la reconnaissance faciale pour ne pas se retrouver. C'est un cadre juridique un peu particulier. Exactement, pour ne pas avoir des enquêteurs qui regardent des horreurs pendant des heures, ils ont déployé une loi pour permettre aux enquêteurs d'utiliser ce type de technologie. Les Ukrainiens avec qui nous travaillons aussi, ils ont des briques de reconnaissance faciale sur la voie publique pour retrouver des personnes qui font des actes de sabotage sur le territoire ukrainien. Donc c'est des cadres légaux différents sur lesquels on va s'adapter. Évidemment, tout ça est dans un contexte de souveraineté très important. C'est-à-dire que toutes ces données sont stockées, analysées en Europe. Alors c'est même plus qu'en Europe. Nos déploiements aujourd'hui, ils se font tous on-premise chez le client. Ça veut dire qu'on ne déploie pas notre solution sur un cloud, sur un partenaire européen. Aujourd'hui, nos clients militaires, nos clients les villes, nos clients les enquêteurs... Ils ont tout sur place en fait. Ils ont tout sur place. C'est-à-dire que notre expertise de déployer chez eux des machines de calcul sur lesquelles on stocke la data et on processe l'IA est une très grande valeur pour eux et une des contraintes technologiques auxquelles nous répondons. Merci beaucoup Florian Fournier, cofondateur et CEO d'Orazio. Merci François. Merci d'être venu dans Tech & Co. On va revenir dans un petit instant avec encore une fois quelques trouvailles ici à l'Eurosatory. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, ici à Eurosatory. Et on découvre en fait comment la technologie est en train de révolutionner le monde de la défense dans un salon passionnant. Et je vous propose maintenant de nous intéresser à Delair qui est avec nous et Bastien Mancini. Vous en êtes le président et fondateur. Bonsoir. Bastien, merci d'être là. Vous avez commencé votre carrière au CNES, notamment sur Ariane et Soyouz aussi, en Guyane. Vous avez cofondé donc Delair en 2011, qui est devenu une référence européenne du drone professionnel et militaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter Delair? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des sociétés qui sont dans le drone, et quand on voit en plus l'attrait qu'a aujourd'hui le drone et sa multiplication, ça a vraiment du sens. Vous aviez le nez creux en 2011. Est-ce que vous pouvez nous présenter Delair? Oui, alors Delair, c'est une société de drones qui a été créée à l'origine pour faire des drones pour l'industrie, pour l'inspection d'infrastructures industrielles, pétrolières, électriques. Donc on a démarré la société comme ça. D'ailleurs, nos drones ont inspecté des centaines de milliers de kilomètres de lignes électriques, de pipelines. Ils sont utilisés par la SNCF pour sécuriser les voies ferrées. Ça a complètement révolutionné la manière d'inspecter justement des infrastructures. Oui, en fait, il y a une technologie qui est la technologie de guidage, qui était dans les années 70-80 historiquement des technologies lourdes, chères, et qui s'est démocratisée. D'ailleurs, c'est intéressant de creuser
par l'industrie automobile, puis la téléphonie, ce qui a permis l'émergence des années 2010 de petits objets volants guidés par des autopilotes qui coûtaient pas cher et qui étaient légers. Et donc on pouvait faire des véhicules aériens sans personne à bord, technologiquement. Alors pour la petite histoire, quand même, quand on a créé de l'air en 2011, les gens nous disaient pourquoi vous faites une boîte de drone, il y en a déjà tellement. Donc ça paraît ironique vu d'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous étiez majoritairement civil il y a encore quelques années, et vous avez pivoté. Finalement, aujourd'hui, vous êtes majoritairement militaire. Oui, alors on était sur plusieurs marchés, dont la défense. Dès 2013, on a fait un programme, j'aime bien rappeler, par la DGA, financé pour un programme rapide, mais pour faire un système dual qui servait à la fois pour des applications civiles et militaires. Mais il y a 5 ans, le militaire représentait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 80%. C'est dingue. Alors, on tient à rester civil. Là, on a Aerosatori, mais c'est vraiment dans notre stratégie d'avoir ces deux pieds. Aujourd'hui, le militaire, évidemment, se développe très vite, mais on tient à développer le civil aussi, parce qu'il y a plein d'applications dans ce domaine. Là, récemment, on a fait des expérimentations pour la sécurisation des autoroutes, par exemple. Et avec le drone, on peut faire des choses qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et donc ça démocratise et ça rend accessible des informations qui sont critiques sur des enjeux de sécurisation d'infrastructures. Et puis c'est un marché mouvant. Aujourd'hui, c'est le militaire qui domine. Peut-être que demain, ce sera le civil, en fait. Non ? Il faut être un peu sur les deux fronts, non ? Nous, l'entreprise, elle a 15 ans et on la développe sur le long terme. Oui, c'est ça. On n'agit pas par opportunisme. Non, depuis 15 ans, on fait du civil et du militaire. J'aime bien dire que je fais cette entreprise pour qu'elle dure au moins 200 ans. Donc on essaye de voir un peu loin et on développe ces deux activités. C'est quoi la différence entre un drone civil et un drone militaire ? Alors il y a une base qui est semblable. Vous savez, vous pouvez demander à Airbus Hélicoptères. Ils ont des hélicoptères avec une certaine base et après qui déclinent pour le civil et pour le militaire. Mais typiquement, on a des drones qui sont utilisés dans des conditions on va dire de champs de bataille très contestés, où il faut résister au brouillage électronique, donc le brouillage du GPS, de la position, le brouillage des liaisons radio, donc il faut pouvoir résister à ça. Donc ça, c'est des environnements qui sont quand même assez propres au milieu militaire. C'est vrai. On a aussi des drones donc qui vous avez quoi ? Vous avez des systèmes de transmission qui sont beaucoup plus robustes. Voilà. C'est ça ? C'est ça. On a des systèmes, on est très content, on a un taux de satisfaction client qui dépasse les 95%, on est proche des 99%. Et ça, c'est parce qu'on essaie de développer des systèmes avant tout fiables et robustes. C'est quoi votre recette en fait justement ? Comment on rend robuste en fait un signal ou en tous les cas plus difficilement brouillable par rapport à un autre ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, la recette. Mais effectivement, je crois que au départ de l'air, c'est une boîte montée par des ingénieurs. On a fait des objets performants, des objets d'ingénieurs. Et puis on a appris avec le temps qu'il fallait parfois plutôt mettre en avant la robustesse, la résistance, la rusticité du système, en diminuant un petit peu. Ça reste des systèmes performants, mais ce n'est pas des objets d'ingénieurs, c'est vraiment des objets de tout terrain. J'aime bien dire de temps en temps qu'on veut être la Toyota du drone, vous savez, le pick-up qu'on utilise dans tous les sens, qui casse jamais, qu'on peut réparer, voilà, qui est simple et solide. C'est ça qu'on essaye de faire. Ça, c'est une leçon, en fait, dans une industrie nouvelle. Chacun cherche à faire des nouvelles performances, annoncer des nouvelles specs, et du coup on refait sans arrêt des nouveaux développements qui peuvent être au détriment de la fiabilité des produits. Et dans notre cas, en tout cas, à un moment, on s'est dit, en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir avant tout des clients, des utilisateurs qui apprécient nos drones. Ils servent aujourd'hui partout dans le monde. Vraiment, on a des retours très positifs à la fois sur les objets, et puis sur l'accompagnement client. En fait, une fois que vous avez livré un drone, il ne faut pas laisser l'utilisateur tout seul, il faut être réactif, être présent. Donc ce n'est pas que les drones, c'est aussi tout un service qu'on propose et à une échelle mondiale, ce qui demande évidemment beaucoup d'investissement des équipes, mais qui, je pense, est récompensé et fait qu'on attire comme ça de nouveaux clients. Un drone aujourd'hui, il est piloté ou est-ce qu'il peut être 100% autonome ? Alors il y a toujours un opérateur derrière, mais par contre, plus ça va et plus il y a de l'autonomie. Il y a de l'autonomie qui est déjà dans la trajectoire. Nous, on fait des systèmes qui sont très automatiques. Donc, ce n'est pas un opérateur qui pilote le drone avec un joystick. Il configure un plan de vol. Et après, le drone suit cette trajectoire préconfigurée. Ensuite, en fonction de ce qui se passe au cours de la mission, le drone peut prendre des décisions, mais toujours sur le contrôle d'un opérateur. Et après, il y a donc c'est l'opérateur qui va envoyer ses décisions au drone. Exactement. Donc c'est pas un pilotage en temps réel, c'est plutôt des informations de mise à jour de la mission du drone. C'est ça, c'est de la navigation et puis c'est aussi de la prise d'informations, y compris dans les données visuelles par le drone, qui peut proposer de faire des choses à l'opérateur, mais après c'est toujours l'opérateur qui valide. Et là, la transmission se fait comment ? Par satellite ? Ou est-ce que ce sont des transmissions terrestres ?
Alors on a plusieurs formes de transmission et d'ailleurs en fait on multiplie les canaux de transmission, c'est peut-être pour répondre un peu à votre question de tout à l'heure. C'est la redondance en fait, Voilà, il y a des redondances à si on brouille un passage, on en a d'autres de secours. Voilà, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est ce genre de choses. D'accord. Mais et si je reviens encore à votre question d'avant, oui. Il y a un enjeu qui est le brouillage et on était parmi les premiers à faire des drones qui résistaient au brouillage dans des conditions très adverses. Parce que depuis 2016, on a des drones qui volent dans des environnements très brouillés. Mais depuis peu, on a aussi des drones qui se font tirer dessus par des missiles, par des systèmes de défense. Et là, il y a un enjeu qui est, quand le drone se fait tirer dessus par un missile qui coûte beaucoup plus cher, nos utilisateurs nous disaient c'est pas grave, voilà, il n'y a pas de souci. Mais plus ça va, plus les drones se font attaquer par des systèmes qui ne coûtent pas cher. Et donc là, c'est nous qui développons des nouvelles solutions. Donc ça, c'est une des spécificités de la défense pour éviter ce type de système de défense aérienne peu coûteux. Est-ce que la guerre en Ukraine a changé votre image en fait finalement? Parce que c'est vrai qu'on a vu l'explosion de l'utilisation de drones durant ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que pour vous aussi, ça a été un accélérateur d'adoption de cette technologie? Alors, la guerre en Ukraine, c'est un exemple parmi d'autres, et il y a eu d'autres conflits. Oui, effectivement, qui a été plus médiatisé, on va dire. Un conflit qui était très médiatisé. Ça fait prendre conscience au monde entier de l'intérêt, de l'importance des petits drones. Effectivement, nous, on en faisait depuis plus de 10 ans. Et donc, notre croissance, puisqu'on a grossi assez vite ces dernières années, en gros, on a fait x10 sur notre chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, tout en étant rentable. Et je pense que c'est là aussi, pour nous, c'est important. C'est une croissance qu'on estime robuste. On se finance par nos bénéfices et on finance que de la R&D. Mais c'est une croissance qu'on essaye de rendre robuste. Et donc, l'Ukraine et d'autres conflits ont fait prendre conscience que ces outils qu'on développait depuis longtemps étaient pertinents. Et là, je pense qu'il y a une leçon à recevoir, c'est nous on était dans un environnement où les gens se posaient un tas de questions, est-ce qu'on va prendre des drones pour faire ci, pour faire ça, bon mais en fait on était dans des situations pas trop risquées et donc on n'arrêtait pas de se poser des questions, les utilisateurs, oui mais par rapport au risque de ceci ou cela, est-ce que c'est une bonne chose? Les Ukrainiens ils n'avaient pas d'autre option, à un moment ils avaient ça ou rien, donc quand on a ça ou rien, on prend le risque et puis on voit bien et effectivement on a vu que ça c'était efficace. Et donc ça a fait que nous, notre croissance, elle se passe en Asie, en Europe, en Afrique. On est très présent en Afrique, aussi au Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'un conflit comme l'Ukraine a été un révélateur pour ces technologies en général et pour tous les constructeurs de drones, je pense. Et une accélération aussi technologique, et c'est peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser. Comment va évoluer en fait la technologie de drone sur votre roadmap? Vous voyez quoi comme innovation ou comme révolution technologique dans les années qui viennent? Alors si c'est une dernière question, ça va être dur d'y répondre de manière concise, mais moi je crois, la tendance, on va dire. Moi je crois qu'on va aller de plus en plus vers des systèmes robotiques qui interagissent entre eux et avec leur environnement. Vous voyez, sur les lignes électriques, on a des drones qui font des observations à la place des hélicos, c'est bien, c'est évidemment moins cher, plus petit, moins bruyant. Mais ce n'est que ça. Mais quand on a le drone qui peut commencer à venir faire des interventions techniques sur la ligne électrique, vous avez des drones aujourd'hui qui peuvent nettoyer des façades, donc qui évitent de mettre des échafaudages. Oui. Donc des drones qui interagissent avec leur environnement et des drones qui interagissent entre eux. On parle d'essaims de drones, et ça, je crois que c'est quelque chose, on va vers ça. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est que ça reste des outils qui soient au service de l'humain. Il y a des gens qui se disent, le futur sera unmanned, c'est-à-dire que des robots ou quoi. Moi, je pense que c'est important qu'on arrive à garder... Ça reste un outil pour l'humain. Un outil pour l'humain. D'accord. Et pour ça, que ce soit un outil qu'on maîtrise souverainement en Europe. Merci beaucoup, Bastien. Bastien Mancini, donc président et fondateur de l'Air. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et on va parler maintenant toujours de drone, mais cette fois-ci d'interception avec mon prochain invité. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et oui, on va parler de drones, mais d'une start-up française qui intercepte les drones avec l'IA. Adrien Canter est avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes fondateur et CEO d'Altares. Donc vous êtes un jeune entrepreneur passé du droit à la défense. Après le début de la guerre en Ukraine, vous avez fondé Altares en 2024,
qui est une start-up spécialisée dans l'interception de menaces aériennes par l'IA. Vous avez levé 50 millions d'euros et vous développez donc des intercepteurs capables de viser drones, missiles et même bombes planantes. Incroyable, on se croirait dans un film. C'est dingue de voir en plus la progression de ce salon ici à Eurosatory par rapport aux années précédentes. Rappelons que Eurosatory, c'est tous les 2 ans. Vous étiez là il y a 2 ans déjà ou pas? On était là en tant que, pas exposant, visiteur. Visiteur. Très inspiré par ce qu'on voyait. Et là aujourd'hui vous êtes acteur, l'un des acteurs de ce salon. À notre petite mesure, on est encore assez jeune effectivement, vous l'avez relevé. On n'a que 2 ans, mais des ambitions importantes et une équipe qui est réunie autour d'une mission qui est corrélée à ce qu'on appelle la défense solaire. Donc c'est comment on va venir protéger un espace aérien face à des menaces qui sont de plus en plus importantes dans un champ de bataille qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire où il y a finalement une quantité qui devient une qualité intrinsèque et auquel nos systèmes de défense solaire ne sont pas du tout préparés. Alors expliquez-nous un petit peu les avantages du drone et ses inconvénients. Parce que justement, vous penchez sur les inconvénients du drone ou ses failles pour les intercepter. Mais c'est quoi les avantages du drone? Son prix et son autonomie. C'est les 2 gros avantages d'un drone en tant que tel. Et ce qui sous-entend finalement d'avoir une réponse qui soit aussi avantageuse en termes de prix et d'autonomie. Et c'est là où... Oui, parce que si on a une défense qui coûte plus cher, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. En fait, l'équation, elle ne tient pas la route. C'est aujourd'hui ce qu'on voit aussi bien au Moyen-Orient qu'en Ukraine, ce qu'on appelle une guerre d'attrition. On va venir épuiser les ressources de son adversaire. Et une fois que ces ressources-là sont épuisées, on va pouvoir prendre la main dessus. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être d'équiper des pays de l'OTAN, mais aussi des partenaires de l'OTAN, de ce type de système pour répondre à cette quantité par une autre quantité. Et c'est là où on vient apporter une expertise aussi bien en termes d'autonomie, mais en termes aussi de quantité pour aussi réduire par conséquent le prix. Alors, vous avez dit l'avantage du drone, c'est le coût et son autonomie. Tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, un drone bien conçu, c'est quoi son autonomie en fait? Il peut parcourir combien de kilomètres tout en restant efficace? Donc si on précise, donc il y a 2 types d'autonomie. Il y a l'autonomie en termes de temps de vol ou de distance. Et l'autonomie, c'est-à-dire que la place de l'humain dans le processus décisionnel. Bien sûr, où on n'a pas besoin de le piloter en fait. Exactement. Et donc c'est là où je pense qu'il y a... Vous parliez d'autonomie, de cette autonomie-là. Tout à fait. De l'autonomie en termes d'intelligence artificielle qui va venir... Qui se pilote tout seul. En partie. Il faut, je pense, tordre le cou à une idée répandue que les systèmes autonomes sont aujourd'hui présents. C'est faux. Il y a une place de l'homme qui est importante, dans le processus décisionnel. Si on rappelle une mission de défense solaire, elle peut se diviser en 3 temps finalement. Il y a le premier temps qui est la phase de détection. Donc là, c'est avec des données radar. Donc c'est un radar qui va venir détecter ce qui se passe dans le ciel. Puis il y a la phase d'identification. Donc c'est là où l'humain va bien confirmer que la cible détectée est une cible à traiter. Donc il y a une place de l'homme qui est importante. Et la dernière phase, qui est la phase d'interception, où là il y a un degré d'autonomie qui augmente avec ce qu'on appelle du guidage terminal, qui va venir en fait guider l'effecteur. Donc c'est pas un drone, c'est plutôt une munition de défense solaire, en lui disant d'aller à gauche, à droite, en bas, en haut, et intercepter la cible de manière autonome, en conditions de brouillage, en conditions d'environnement dégradé. L'IA aujourd'hui ne peut pas dire ce qu'elle voit, si c'est un ennemi ou un ami. Vous disiez que c'était l'humain qui doit donner cette information. Confirmer. L'IA fait une suggestion. Et l'humain va ensuite venir confirmer. Ce qu'on constate aujourd'hui sur la phase de détection, c'est une détection, ce qu'on appelle une détection radar, donc c'est-à-dire des radars qui vont émettre des ondes. Le radar est assez imprécis. Et en fait, on va venir entraîner la performance du radar en captant des données. Et en fait, avec ces données, on va pouvoir établir ce qu'on appelle des patterns, donc en fait des choses qui sont constantes dans le temps. Donc c'est-à-dire attitude de vol, vitesse, hauteur, etc. Et ça, vous nourrissez l'IA avec ça. Exactement. En fait, mais c'est un processus qui est assez long aujourd'hui et qui demande cet accès à la donnée d'un premier temps, mais aussi cet accès à la réalité opérationnelle. Parce qu'en fait, les systèmes que vous voulez déployer ici à Eurosatory, ils sont parfaitement mis en place. Mais quand ils sont déployés sur un théâtre opérationnel, les conditions météo sont peut-être pas aussi agréables qu'ici à Villepinte, ou alors il va y avoir un problème de maintenance, et donc toutes ces conditions-là, on ne peut pas les anticiper tant qu'on ne les a pas déployées sur le terrain. Donc finalement, le développement et le déploiement vont de pair pour avoir un système le plus robuste possible, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Altares essaye, je dis bien essaye, de répondre à cette mission de défense solaire. On évoquait tout à l'heure les points forts du drone, donc son autonomie et son prix. Quels sont ces points faibles, justement sur lesquels vous capitalisez, puisque vous êtes là pour les intercepter? Un des points faibles des drones qu'on cherche à intercepter,
ça peut être le brouillage. Donc finalement, il y a deux types de brouillage. Il y a le brouillage qu'on appelle de zone GNSS, donc on va venir brouiller en fait sa position GPS. Avec des brouilleurs qui vont l'indiquer que en fait, la position elle n'est pas du tout là où il est. D'un coup, le drone devient aveugle en fait. Il va plus savoir se repérer. Donc il y a diverses contre-mesures qui permettent au drone de se repérer à nouveau avec ce qu'on appelle la navigation optique. Tous ne sont pas équipés parce que c'est de l'IA. Donc il y a des redondances qui font que... Ils vont détecter un terrain et vont reconnaître qu'en fait il y a un point particulier du terrain qui va leur permettre finalement de se repérer. Exactement. Donc là c'est un premier point. Le deuxième type Donc là le brouillage n'est pas efficace. Il l'est de temps en temps, pas tout le temps. Et c'est là où de la perfection, enfin de la perfection du drone en tout cas. Et du brouillage aussi. Parce que le brouillage il est que sur une zone temporaire, une zone donnée. Ah oui, parce qu'il va traverser cette zone et puis après il sort de cette zone. Et c'est là où finalement les drones qu'on intercepte, donc drones qui sont principalement de conception iranienne voire russe, sont en réalité assez sophistiqués. Ils ont ce qu'on appelle dedans une sorte de petite puce, qui s'appelle la puce Cometa. Et cette puce-là va venir détecter plein de signaux GPS différents. Comme ça, si l'un d'entre eux est brouillé, ils vont pouvoir se basé sur une autre constellation de satellites. Donc ça peut être quoi? Galileo, GPS russe, etc. Exactement, GLONASS qui est le russe, le GPS américain, etc. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mesures et des contre-mesures. Et celles-ci, elles évoluent au gré du temps. Et il faut toujours être présent sur le terrain pour que ces mesures-là, finalement, soient le plus adaptées à la réalité opérationnelle. Et alors, comment justement, malgré tout, brouiller tout ça? C'est intéressant pour vous de faire du reverse engineering? C'est-à-dire que vous regardez un petit peu ce qu'il y a sur les drones ennemis, vous les en décortiquez pour essayer de comprendre comment ils font, ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus complexe. Nous, c'est pas notre cœur de métier de faire du brouillage. Il y a d'autres sociétés françaises ici qui le font très bien d'ailleurs, auxquelles je transmets mes amitiés. Nous, de notre côté, on va plutôt essayer de comprendre comment ils vont venir déjouer finalement cette zone de défense. Et c'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu voir, c'est que certains des drones russes type Shahed font ce qu'on appelle des manœuvres d'évitement. Ils vont mettre à l'arrière des petits capteurs qu'on appelle des capteurs lidar, comme des caméras de recul sur votre véhicule que vous avez, et ils vont venir, dès qu'ils vont détecter un intercepteur qui va se rapprocher de lui, ils vont faire des manœuvres d'évitement. Et là, tout l'enjeu, ça va être d'éviter d'apprendre ces manœuvres d'évitement pour que le drone puisse être intercepteur, puisse être lui-même guidé vers la cible et l'intercepter pour que la mission soit un succès, ce qui est rarement le cas. Je pense que c'est aussi un constat qu'il faut noter. La mission de défense solaire est assez ingrate parce qu'à la plupart du temps, il y a un taux élevé d'échecs. Et on l'a vu même sur les théâtres d'opération Moyen-Orient avec des systèmes très sophistiqués comme le système Patriot qui parfois n'arrivent pas à intercepter parce que la menace est soit trop véloce, soit au contraire il y a une trop grande quantité donc on ne peut pas tout intercepter. Donc en fait c'est un jeu du chat et de la souris finalement. C'est peut-être pas un jeu du chat, enfin peut-être. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dès que vous mettez en place une contre-mesure ou un système de brouillage, j'imagine que les concepteurs de ces drones qui vont être ennemis vont réagir. En fait, c'est un peu comme l'informatique finalement. Virus, antivirus, non, c'est un peu la même logique. On est à peu près dans le même scénario. C'est un peu la même logique et c'est une course à l'itération en fait. Finalement, celui qui gagnera la guerre demain, c'est celui qui investit le plus dans l'innovation. Et là, on peut le dire qu'aujourd'hui en France, il y a des moyens qui sont considérables, qui sont mis en œuvre par le ministère des Armées pour soutenir cette innovation et faire en sorte qu'on soit toujours finalement au plus au fait de la réalité de la guerre d'aujourd'hui et anticiper de manière la plus possible, enfin de la meilleure manière possible, ce que pourrait être la guerre de demain. C'est passionnant tout ça. Merci beaucoup Adrien Canter, vous êtes le fondateur et CEO d'Alta Ares, présent ici à Eurosatory. Merci et beaucoup et bon salon. Merci à vous. Voilà. Et vous restez avec nous, on va parler maintenant de vision nocturne, autre sujet passionnant avec mon dernier invité ce soir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business depuis l'Eurosatory, ici à Villepinte, on va parler de vision nocturne. Voilà un sujet passionnant. C'est vrai que la vision nocturne est en train d'arriver dans notre quotidien avec des caméras, vous le savez, qui surveillent la maison et qui nous permettent en noir ou blanc et parfois même en couleur de voir ce qui se passe dans le noir le plus total. Mais il faut savoir que c'est une technologie qui est développée on va dire dans l'armée et chez les militaires depuis de très nombreuses années. On va en parler avec une start-up qui s'appelle Rexagon, avec Antonin Etienne qui est avec nous. Salut Antonin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci d'être là avec nous. Vous êtes le CEO donc de Rexagon. Vous êtes un ancien militaire de l'armée de l'air. Vous êtes spécialisé dans les simulateurs de vol. Vous formiez en fait les équipages sur les Rafales. C'est bien ça. Et comment vous est venue cette idée de vous intéresser justement à la vision nocturne ? Alors moi du coup effectivement comme vous l'avez souligné, j'ai un parcours de militaire et donc forcément les appareils de vision nocturne sont quelque chose qui est assez commun dans le milieu militaire.
On s'aperçoit généralement quand on est utilisateur qu'on a des matériels qui ne sont pas toujours adaptés à nos utilisations. Souvent, c'est des matériels qui sont faits par des gros industriels qui répondent très bien à des besoins de masse, mais parfois on a des besoins un petit peu spécifiques et donc on s'aperçoit qu'on a souvent des petits manques. Donc nous, en fait, c'est de là qu'est un peu né Rexagon, c'est de ce souhait, en tout cas, de venir aller chercher vraiment les utilisateurs un petit peu oubliés, si je puis dire, de ces appareils-là, pour venir répondre à des besoins très spécifiques pour ces utilisateurs qui sont un petit peu particuliers. Alors on va rentrer justement sur ces besoins et sur cette petite paire de jumelles que vous avez apportées qui est là. Mais auparavant, un mot sur la vision nocturne. Je le disais tout à l'heure, c'est une techno qui aujourd'hui est vraiment répandue. Ça existe depuis longtemps en fait dans le domaine militaire? Alors effectivement, la technologie d'intensification de lumière telle qu'utilisée aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu. On retrouve quand même les origines dans les années 40-50, mais qui est quand même vraiment répandu depuis les années 80. En fait, l'intensification de lumière, donc on utilise un processus avec des matériaux, des procédés de matériaux qui permettent d'intensifier la lumière. Donc on vient convertir la lumière, donc les photons, en électrons. On vient accélérer et multiplier ces électrons et on les reconvertit en lumière visible par l'utilisateur. Et donc c'est quelque chose qui existe, voilà, effectivement depuis, qui est maîtrisé en tout cas depuis pas mal d'années. Même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de progrès qui sont faits dans ce domaine-là, notamment avec certaines marques françaises, certaines pépites françaises qui vont beaucoup innover dans ces milieux-là. On est bon, nous, Français, dans ce domaine-là, de la vision nocturne? Oui, on a un acteur français qui est très connu, alors je ne sais pas si on peut le citer dans l'émission, mais qui sont globalement très connus, qui expose aujourd'hui sur le salon et qui effectivement fabrique des tubes intensificateurs d'image en France, voilà, même en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, nous, on intègre leurs produits dans nos appareils. Alors en tant que formateur de Rafale, Oui. sur Rafale, c'est là que vous avez eu l'idée en fait de pousser cette technologie ou finalement c'est après? Alors pas immédiatement parce qu'en fait en tant que militaire j'avais pas de point de comparaison par rapport à au matériel que j'avais entre les mains, donc en fait il y a toujours tout de suite cet effet waouh quand on découvre un petit peu ces matériels là, mais en fait c'est au fur et à mesure de ma carrière où j'ai été amené donc à quitter l'armée, à devenir concepteur mécanique, et c'est là que j'ai eu l'occasion de pouvoir un peu pousser ce domaine là qui m'a toujours passionné, enfin qui m'a passionné depuis que je l'ai découvert dans l'armée, et donc de venir essayer de voir ce que faisaient notamment les autres pays. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les autres pays n'ont pas forcément mieux, ils ont différents, et ils ont fait des choix qui sont différents et qui aujourd'hui peuvent être pertinents, notamment pour la France ou même pour d'autres pays. Et c'est ces choix-là que nous, on essaie d'améliorer par rapport à ce qu'on peut retrouver sur nos marchés et d'amener en tout cas dans nos forces si possible. Voilà encore une technologie qui est née, on va dire, dans l'armée et qui arrive sur le grand public. Il y en a quand même pas mal, hein. Le GPS notamment, qui oui, tout à fait. Voilà, fait le même chemin, le même cheminement. Exactement. Il y a beaucoup de technologies comme ça qui sont parties de l'armée et qui arrivent sur le grand public. Beaucoup, oui, effectivement. Ouais, c'est assez intéressant. On parle beaucoup de vision infrarouge, oui. Quand on parle de vision nocturne. C'est la technologie principale ou qui est importante, ou il y en a d'autres aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, par exemple, ces appareils-là que nous on fabrique, ils ont de l'intensification de lumière. Donc en fait, ils n'émettent pas d'infrarouge, mais ils y sont sensibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir de l'infrarouge, mais ça reste une technologie qui est analogique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal numérique qui est interprété avec un capteur, par exemple un capteur d'appareil photo. Il existe cependant, par exemple pour du grand public, on retrouve également des capteurs numériques, comme des capteurs d'appareil photo ou de caméra, qui eux peuvent être sensibles aux infrarouges, et en émettant une lumière infrarouge qui n'est pas visible à l'œil nu, on peut avoir une image qui est restituée sur ces capteurs-là. Voilà. Alors, expliquez-nous ce que vous arrivez à faire avec ces jumelles, on appelle ça des jumelles? Ouais, tout à fait, des jumelles de vision nocturne, même si jumelle n'est pas forcément le terme exact en l'occurrence. Mais en fait, donc ça, c'est des appareils... ça grossit pas? Exactement, ça ne grossit pas. C'est des appareils... Si je regarde dedans, bon alors là, avec la lumière qu'il y a, ça servira pas à grand-chose. Exactement. Mais si je suis dans le noir total, là... Qu'est-ce que je verrai? Alors en fait, vous y verriez la même chose qu'en plein jour, mais en monochrome. Donc avec soit une image un peu en noir et blanc, soit plutôt en vert et noir. Et donc en fait, qui serait une image avec un champ de vision un peu plus faible que ce que vous auriez en temps réel, notamment parce qu'on a un champ de vision qui est inférieur à ce qu'on a à l'œil nu, mais qui vous permettrait d'avoir une image quand même assez claire dans des conditions d'illumination qui sont très sombres, enfin très faibles en tout cas. Et donc ça va vous permettre notamment de vous déplacer ou d'effectuer des actions de nuit, voilà, avec sans
éventuellement sans avoir d'apport de lumière supplémentaire. L'appareil que vous nous avez apporté, là, c'est l'UNVB MK2, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Ça, c'est un UNVB Mark II. Donc, c'est notre dernier appareil qu'on vient présenter aujourd'hui à Eurosatori, qui est une évolution de notre Mark I. Donc, c'est la première jumelle qu'on avait présentée, le premier dispositif. Donc, on a écouté les retours d'utilisateurs, notamment de divers utilisateurs des forces spéciales, pour améliorer cet appareil. On a intégré toutes ces modifications-là et on a fait en sorte aussi qu'il soit d'avoir une capacité de production en plus grand volume, notamment pour faire face à la demande aujourd'hui. Et alors, quelles sont les dernières innovations technologiques que vous avez apportées sur ce modèle-là par rapport au précédent? Sur ce modèle-là, par rapport au précédent, on reste sur quelque chose d'assez basique, puisque c'est un modèle principalement destiné aux civils. Donc, ça, c'est pour les civils? C'est du modèle plutôt destiné aux institutions civiles, exactement, par exemple, tout ce qui peut être la police, la gendarmerie, ou les sociétés de sécurité privée, puisque c'est un matériel qui n'est pas considéré matériel de guerre, par exemple. On a une gamme un peu plus militaire qui est un peu plus innovante, et on a également des gros projets de R&D pour encore améliorer cette capacité de voir la nuit, en tout cas. Mais comment ça marche en fait? À l'intérieur, il y a quoi? Il y a comme des capteurs qu'on peut retrouver dans les appareils photo? Non, pas du tout. Comment ça fonctionne? Donc là, en fait, sur un appareil comme celui-ci, on va avoir donc un ensemble d'objectifs et d'oculaires, donc qui vont permettre, comme une caméra, en fait, de canaliser la lumière, si je puis dire, même si elle est très faible. Et à l'intérieur, on va avoir des tubes intensificateurs de lumière. Et ces tubes intensificateurs de lumière, comme je l'expliquais tout à l'heure, vont pouvoir intensifier la lumière, c'est leur nom, et donc pour augmenter finalement la quantité de lumière qui va être perçue par l'utilisateur. Donc en pleine nuit, je regarde dans ces jumelles, je verrai à peu près comme si j'étais en plein jour, avec le même niveau de détail. Oui, vous pouvez avoir un niveau de détail très très élevé, surtout sur des tubes assez haut de gamme, assez récents, notamment les tubes militaires qu'on peut proposer aux institutions. On arrive effectivement à avoir un niveau de détail qui est particulièrement élevé. Donc on pourrait reconnaître un visage. Totalement. Justement, contrairement à la vision thermique où l'identification est beaucoup plus complexe, la vision nocturne par intensification de lumière permettrait assez facilement de reconnaître un visage, par exemple. C'est intéressant que vous parliez justement des usages civils de ce type d'appareil. Donc la police peut s'en servir, c'est ça? Tout à fait. Quels sont vos prospects ou vos clients Alors aujourd'hui, ça c'est un appareil qu'on a développé notamment avec certaines unités de forces spéciales, qu'elles soient issues de la gendarmerie ou des forces armées. Et donc certains de ces partenaires sont devenus eux-mêmes nos clients. Donc effectivement des clients au sein d'institutions civiles, mais également au sein d'institutions militaires. Donc c'est quelque chose qui est assez large. Si par exemple moi je veux m'offrir ce type d'appareil, je peux? Alors vous pourriez, maintenant l'utilisation pour un particulier, selon moi elle est discutable. Ça n'a pas de sens, enfin par exemple si je veux observer la nature, la nuit, alors, on a des passionnés. Comme ça, effectivement on a des passionnés. On a des passionnés de nature effectivement qui achètent ce type de dispositif. Nous c'est pas notre clientèle première, elle va vraiment plutôt être destinée à de la sécurité privée pour la partie civile. Mais rien ne m'empêche de pouvoir m'en offrir une si je veux. Non, alors effectivement comme c'est du matériel qui peut être considéré comme matériel de guerre par la Direction Générale de l'Armement, on a une limite en termes de performance et en termes de capacité d'utilisation qui est imposée par la réglementation, et donc on a des matériels un peu moins performants mais qui restent quand même particulièrement intéressants en termes d'usage. L'image que je regarde, est-ce que je peux l'enregistrer? Est-ce que je peux la streamer? Est-ce qu'elle peut arriver sur un autre appareil? Sur les appareils qu'on propose actuellement, ça n'est pas le cas, même si on propose des appareils en capacité d'enregistrer l'image en temps réel, qui sont des appareils additionnels. On travaille sur effectivement un dispositif qu'on va commercialiser dans quelques années qui permettra de récupérer effectivement cette image de vision nocturne et de pouvoir la transmettre en temps réel en même temps. Dernière question, on parle de plus en plus de lunettes connectées. Bien sûr. Avec des usages de plus en plus poussés, des caméras, des capteurs. Est-ce que franchement, demain, on pourrait avoir la même qualité de vision nocturne sur des paires de lunettes? Totalement, parce qu'effectivement aujourd'hui la lunette finalement c'est un affichage, mais si on garde la qualité du capteur et qu'on utilise des technologies éventuellement un peu différentes, on pourrait tout à fait avoir ce type de vision dans des lunettes projetées. Et d'ailleurs c'est déjà le cas dans certains casques de pilotes d'avion, par exemple, où on retrouve ce type de technologie. Donc ils ont carrément les écrans qui sont tout à fait très proches de leurs yeux, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Ouais, ça doit être impressionnant ça. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup Antonin. Merci à vous. Et écoutez, bon salon. Merci, vraiment. À vous également. Antonin Etienne qui est CEO de Rexagon. Pour terminer donc ce Tech & Co depuis Villepinte.
Et depuis cet Eurosatory, on a été très heureux de parcourir ensemble toutes ces innovations liées à la défense. Mais pas que d'ailleurs, hein, vous avez pu le remarquer. Merci de nous suivre. On se retrouve bien sûr demain. Et demain, nous serons à Vivatech. Demain mercredi. Très belle soirée. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.